On vous propose un épisode spécial. On va parler de mars-avril, les mois où les virages se prennent ou se ratent, et me rejoignent Virginie Pernin, Laurent Garcia, Bruno Clément et Frédéric Porte, s'il vous plaît. Bonjour à tous les quatre. Virginie Pernin, directrice des études sectorielles chez Food Service Vision. Laurent Garcia, directeur général de la station de Peyragudes. Bruno Clément pour MMV, délégué régional FNRT. Et Frédéric Porte, directeur général de la station de Tignes. L'objectif de ce temps est d'aborder le sujet de la fin de saison, notamment l'intervacances de mars et les vacances de printemps, pour connaître les enjeux et comment on peut l'animer, ce temps. Virginie, on va commencer avec une petite question déjà pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux. Quelques mots sur Food Service Vision, s'il vous plaît. Oui, bonjour. J'ai envie de dire qu'autant G2A a une forte expertise, on vient de le voir en termes d'activité sur les différents territoires touristiques. Nous, on est un petit peu l'équivalent sur le suivi du marché de la restauration. C'est-à-dire qu'on a vraiment une expertise sur ce suivi continu du marché de la restauration. Alors, un suivi qui peut se faire, et on le fait depuis 5 ans, en interrogeant un petit peu de la même manière, à la fois des consommateurs, à la fois des restaurateurs, et puis tous les maillons fournisseurs de la filière, sur justement l'évolution au mois le mois, au trimestre, sur cette activité spécifique de la restauration, et pour les aider surtout à prendre des bonnes décisions. Alors, quels sont les grands défis qui touchent le marché de la restauration aujourd'hui ? Alors les défis sont nombreux, ils sont très structurants depuis toute cette phase 2019, on voit qu'on y est revenu. Ils sont nombreux, j'ai envie de dire que j'en compte 3 en tout cas qui sont très structurants depuis 2019. Le premier, c'est finalement cette révolution un petit peu des rythmes et des espaces, des révolutions de changement de rythme. On a parlé de fractionnement dans les activités touristiques, c'est un petit peu la même chose en restauration. On a aussi des fragmentations au niveau des prix alimentaires et ça a un vrai impact, en tout cas sur l'activité des professionnels. Un deuxième grand défi, c'est vraiment celui de la durabilité, de tous les défis RSE qui touchent l'ensemble du monde de la restauration commerciale, mais aussi restauration collective. Et puis, on a aussi toute cette bataille de l'expérience. On sait que pour attirer justement la clientèle, l'expérience, qu'elle soit vécue dans l'assiette, qu'elle soit vécue par rapport à la convivialité du lieu ou d'une manière beaucoup plus globale, est très importante. Donc ça, je dirais que c'est les 3 grands défis structurants. Le contexte économique aussi ? Et puis, bien sûr, on a 2 autres défis qui, là, se sont amplifiés sur ces dernières années. On a un contexte économique, social, qui pèse, qui crispe la consommation. On a une fréquentation dans les restaurants qui est un petit peu, on va dire, qui est en stabilité ou voire parfois en légère baisse. Donc, crispation au niveau de domaine économique. Et puis, en termes d'activité, quand on se place d'un point de vue restaurateur, on a des vrais soucis là en termes d'équilibre économique au niveau de l'activité. On a vu des restaurateurs qui, eux aussi, ont fait face à une inflation très importante. Nous, on a mesuré 26% de croissance dans leurs achats de denrées alimentaires. Donc, pour une partie, ça a été répercuté sur les cartes, mais pas uniquement. Vous avez édité un bilan récemment ? Alors oui, effectivement. Donc je vous le disais, on publie tous les trimestres ce suivi continu du marché de la restauration. Donc dans notre dernier bilan publié au mois de septembre, on est sur un marché de la restauration qui tient, on est à plus 2 points. Donc ça fait écho un petit peu aussi à tout ce qu'on a pu entendre au niveau activité touristique. Donc plus 2%, mais ce qui est très flagrant, c'est qu'on a des grandes diversités de performances, de grandes fluctuations d'activité entre les différents acteurs au sein d'un même segment de restauration également. Et les secteurs qui attirent ? Le secteur du tourisme ?
Alors, on se parle du tourisme, effectivement, quand on parle de plus 2, les secteurs du tourisme, ils sont effectivement beaucoup plus en positif, ils sont même à des niveaux de croissance doubles, hein. On est à plus 4% quand on se parle de sites de loisirs, par exemple. Donc on voit que toutes ces notions dont je parlais, d'expérience notamment, et de flux, sont de plus en plus importants. Et la montagne qui a beaucoup attiré cet été, comment ça se concrétise en matière de tendance de consommation ? Alors, en termes de tendance de consommation, j'ai envie de dire, on a cette crispation qui se traduit très directement par des arbitrages consommateurs, notamment en termes de nombre d'items choisis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 35% sur la dernière vague d'enquête de Français qui nous disent « Moi, je fais attention, je vais prendre un petit peu moins de boissons alcoolisées, de desserts, d'entrées, etc. » Alors, où je rejoins un des commentaires qui a été fait tout à l'heure, c'est que finalement, 35%, c'est important, mais ça commence à se stabiliser, c'est même moins que l'année dernière. L'année dernière, c'était 42%. Donc, on a toujours des arbitrages, mais ça commence quand même un petit peu à se stabiliser. D'autres arbitrages, d'autres visions autour de cette consommation qui change ? Alors la consommation, elle change à beaucoup de niveaux. Bien entendu, en termes de territoire, on l'a vu. Les dépenses dans les congés aussi changent ? Alors oui, ça c'est un point très important et ça c'est un petit peu nouveau. Enfin, on se parlait de révolution de rythme, notamment rythme de travail. On a vu se développer énormément le télétravail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 24% des personnes qui pratiquent le télétravail. Et le télétravail, il s'invite aussi dans les territoires et dans les territoires touristiques. 24%, c'est aussi le nombre de personnes qui nous ont dit déclarer faire ce nous on a appelé des tracances. Donc les tracances, c'est quoi ? C'est justement pouvoir pratiquer le télétravail quand on est sur son lieu de vacances. 24%, c'est beaucoup. Ça pose aussi des questions d'infrastructure, de pouvoir travailler dans des conditions correctes, de Wi-Fi, d'accueil, etc., au niveau des hébergements aussi. Donc ça, c'est un fait un petit peu nouveau et qui sera à suivre de près. Et est-ce qu'il y a des bonnes perspectives touristiques pour la saison à venir ? Alors les perspectives sont effectivement positives, mais je crois qu'elles ont été bien détaillées ici. Et en tout cas, elles devraient rester positives au niveau de la restauration, même si on sent justement cette crispation. Merci beaucoup Virginie. On va s'intéresser maintenant à Frédéric, à Tignes. Quels sont les enjeux de fin de saison et comment vous pensez pouvoir l'animer, cette fin de saison ? Alors les enjeux sont importants puisque les saisons sont à la fois longues et en même temps importantes à réussir, surtout sur la fin. Alors, les enjeux déjà, c'est de fixer des jalons et de se projeter dès le début sur la fin de saison, puisqu'on a finalement en fin de saison un produit plutôt de grande qualité, sur lequel on peut jouer à la fois sur les pratiques sportives, les pratiques d'activité en général, sur la disponibilité, sur le prix, mais surtout, ce qui nous importe, c'est d'être le plus possible différenciant. Et comment est-ce qu'on peut se différencier ? Alors, il y a plusieurs façons, notamment en mettant en avant les qualités intrinsèques du produit, la qualité du produit ski, mais également en étant assez volontariste sur l'offre d'événements, d'animations. On a développé à Tignes plusieurs grands événements, le Spring Break, le festival Tignes Unlimited. Et notre objectif, c'est vraiment de préserver cette dernière semaine en s'assurant que au moins les acteurs de la station vivent un moment agréable. Donc c'est aussi une opportunité pour nous de travailler cette marque employeur. Et il y a en gros travail aussi de communication dès le début de la saison en fait pour cette fin de saison. Tout à fait. L'important, c'est de donner des perspectives. C'est dès le début qu'on peut se projeter sur l'avenir, sur la fin de saison, début mai. Donc c'est loin. Et on pense qu'en fixant un jalon comme ça assez loin, assez animé, assez actif, assez qualitatif, a fortiori, si on est efficace, s'il se passe beaucoup de choses en avril, début mai, forcément, c'est que
la partie, le cœur de la saison sera animé et sera attractif. Et en parlant de jalons, il y a aussi des choses à faire avant cette fin de saison, juste avant. Il y a des actions à mener éventuellement, juste avant la fin de la saison. Alors oui, il y a de toute façon un programme d'événementiel qui jalonne l'ensemble de la saison. Mais ce qu'on aime aussi à rappeler, c'est que on mesure la qualité de la dernière semaine au résultat de l'avant-dernière semaine. La dernière est toujours compliquée et on s'efforce aussi d'être très volontariste lorsque c'est le plus difficile et on mesure les résultats pas seulement sur les semaines difficiles mais sur la totalité de la saison. Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Laurent, du côté des Pyrénées, il y a une question de météo, de fréquentation qui peuvent rebattre les cartes. Quels sont les enjeux de cette fin de saison côté Péragude et comment est-ce que vous organisez pour rendre cela le plus sympa possible? Les enjeux que l'on rencontre, ils sont pour nous ce qui se passe en avril chez certains et qui se déroule chez nous à partir du mois de mars à la sortie des vacances de février. Donc soit à Péragude ou sur l'ensemble du massif des Pyrénées, on a quand même une sortie des vacances qui est pas évidente. On a vu sur les vacances de février, la zone C, elle n'est pas toujours favorable à tout le monde sur l'ensemble du massif, plutôt favorable pour Péragude. Et donc on essaie d'installer aussi très tôt des dispositifs d'animation de l'offre par la fin de saison et en allant chercher aussi l'engagement des socio-professionnels pour qu'ils restent bien ouverts jusqu'au dernier jour. Mais on ne fait pas d'entêtement, on essaye, grâce au produit neige bien installé et durable jusqu'à la fin mars, de tenir jusqu'à la fin mars et on ne cherche pas à aller au-delà. Il y a des efforts particuliers à faire, et notamment sur les skieurs qui sont abonnés chez vous? Alors sur les skieurs abonnés, en préparant cette édition-là, j'ai interrogé ce qui se passait chez nos abonnés. On a sur la carte Nos Soucis NP, on a 120 000 abonnés, une partie ski chez nous. Et en fait, on ne voit pas de glissement de gens qui consommeraient plus en janvier versus mars. Donc ce socle d'abonnés qui représente à peu près 23% de la conso, on les retrouve en mars, il n'y a pas de baisse. La période de mars, intervacances, elle pèse pour nous 11% du chiffre d'affaires de l'hiver. C'est quand même inférieur de ce que pèsent les nuitées. Donc on voit bien qu'il y a une déperdition entre des gens qui sont présents et des gens qui consomment le produit ski. Donc on est en conquête de personnes qui viennent avec une motivation de ski, mais en proposant aussi d'autres choses pour susciter un choix vers nous, parce que ski, mais parce que aussi d'autres activités plus nombreuses à cette période de l'année. Vous proposez également une famille plus, une semaine famille plus. Oui, on a, fort du référentiel Famille Plus, il fallait, dans les exigences, et d'avoir une semaine boostée pour les familles. Nous, on a décidé de le faire dès 2018 sur la semaine qui suit les vacances de février. On va chercher, comme certains, une clientèle de jeunes couples avec des jeunes enfants ou des grands-parents avec des petits-enfants. Des gens qui font le choix, pour certains aussi, de déscolariser les enfants sur cette période-là. Ça marche pas mal. On arrive à avoir une semaine assez dynamique, souvent du 8 au 15 mars. Et puis, on a commencé à créer d'autres offres aussi sur la dernière quinzaine. Il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif Martien. Le Martien, voilà, donc, on va peut-être retrouver sur d'autres stations cette année. On a testé un peu fort de cette idée de comment on anime la fin mars avec l'agence qui nous accompagne, Coup d'État, Philippe Gaillard pour ceux qui le connaissent. On a réfléchi un petit peu quoi faire. On s'est dit, on ne veut pas baisser le prix parce qu'il y avait les essais de printemps du ski. Alors quand se faisait printemps du ski, nous on disait ça nous intéresse au mois de mars, mais pas au mois d'avril. Donc on a fait ces essais-là. Puis on s'est dit, la motivation, et vous l'avez montré tout à l'heure, c'est aussi d'avoir des expériences à vivre, de faire autre chose, d'avoir une offre ski sécurisée. On a de la neige. Quand on ferme fin mars, on pourrait tenir encore un bon moment. Mais le pass du Martien, c'est de dire vous achetez un forfait de ski à partir de 2 jours, donc au moins une nuitée au milieu. Et nous, quand vous achetez le forfait de 2 jours, on vous offre un carnet d'activités offerts qui représente pour Péragude une centaine d'euros entre des réductions, des activités gratuites comme des tyroliennes ou des accès au bassin olympien. En association avec les écoles de ski, c'est aussi une offre qui permet d'avoir un cours adulte acheté, un cours de ski offert pour les enfants. Donc on essaie d'embarquer aussi dans ce dispositif-là d'autres socioprofessionnels pour qu'ils tiennent ouvert à la station jusqu'au dernier jour. Merci beaucoup. Bruno, du côté des hébergeurs et des résidences de tourisme, la logique est un peu différente. Il faut couvrir les coûts fixes qui sont élevés sans tomber dans la spirale des prix bas. Comment est-ce qu'on peut, selon vous, dynamiser cette fin de saison en préservant le modèle économique et quelles sont les pistes à valeur ajoutée? En gros, les services, les communications collectives. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vrai qu'on a quand même une difficulté dans notre industrie, notre secteur d'activité, c'est qu'on a des investissements qui sont lourds.
Ça, on le sait, que ce soit effectivement sur des remontées mécaniques, sur de l'hébergement, on a un coût de construction, un prix du foncier qui est élevé. Donc avec ces charges fixes, forcément, on est quand même obligé d'avoir des saisons qui sont suffisamment longues pour payer ces charges fixes. Après, sur le prix attractif, c'est sûr que si le prix ne permet pas de payer vraiment les charges variables, on ne va pas s'en sortir non plus. Donc il faut trouver un juste équilibre. Et c'est vrai qu'en fonction du secteur d'activité, quand on est en hôtellerie, on a des charges variables qui sont plus importantes. On a de la restauration, on a du personnel beaucoup plus présent. En résidence de tourisme, le modèle n'est pas tout à fait le même. Donc il faut arriver à ajouter effectivement vraiment beaucoup de services, à moindre coût aussi, et de le mutualiser. Donc on a parlé effectivement des initiatives avec Tignes, ou même dans les Pyrénées de ce que j'entends, à rajouter de l'événementiel, de l'activité mutualisée, pour avoir une offre attractive, en regardant un niveau de prix qui permet de payer ses charges variables. Et ça, c'est important. Surtout pas rentrer dans la logique des prix bas. Non, je pense que quand c'est trop bas, au bout d'un moment, on ne va pas arriver à payer les charges variables, on perd de l'argent et finalement, on va fermer plus tôt. Donc ça c'est pas la solution. Et je pense qu'on a un vrai facteur aussi à jouer, quelque chose qui est clé, c'est qu'on voit que la concurrence indirecte sur le printemps, elle est plus importante qu'au mois de janvier. On voit le littoral, on voit d'autres choses qui apparaissent et qui prennent quelques petites parts de marché sur ces zones-là, ces périodes-là. Il faut quand même justement arriver à proposer quelque chose qui est différent. Quand on va à la mer sur cette période-là, on a vu le soleil, ok, mais on ne se baigne pas, l'eau est encore relativement froide. Nous, on peut effectivement avoir du soleil, il y en a aussi au mois d'avril chez nous, et il fait bon, mais avec des activités. Donc rentrons dans une logique où on a plus de services, avec un prix attractif quand même, on ne va pas se mentir. On ne peut pas avoir une concurrence indirecte vraiment très très basse et nous être largement au-dessus, ça ne fonctionnera pas. Et puis après, au-delà de ça, il faut aussi communiquer tous ensemble pour que ça se voit, que ça se sache. C'est aussi, on voit la concurrence indirecte sur ces périodes-là fait énormément d'efforts sur Internet en mettant de la communication et des tarifs et de l'affichage. Et il faut se battre. Et ça se passe directement au mois de janvier, tout de suite à la sortie des vacances de Noël, où là, la concurrence indirecte sur les réseaux, sur le web, est très présente. Merci beaucoup. Une dernière question, on va commencer par Frédéric. En quoi les outils G2A vous permettent d'aider, d'anticiper, de sécuriser cette fin de saison ? En presque tout. On pilote effectivement, on pilote l'activité, on l'anticipe, on l'analyse, on regarde les historiques, on intègre une forme d'algorithme dans la façon de travailler. On rassure l'écosystème, on l'alimente. Évidemment, on se pose parfois des questions, on challenge les chiffres avec les consultants G2A. Mais oui, globalement, c'est une aide extrêmement précieuse. Même aide du côté de Peyragudes, je suppose ? Oui, on pourrait plus s'en passer, je dirais. Donc, c'est vraiment des données indispensables qui permettent de conforter certaines stratégies, de nous relancer, de partager aussi avec des sociaux, avec des élus, et puis d'avoir un chemin qui se dessine et des zones de conquête. Donc, c'est très intéressant. Et Bruno, avec votre double casquette, votre double regard, acteur de terrain et fédération, en quoi les analyses G2A nourrissent-elles vos décisions stratégiques ? Alors sur MMV, en tant qu'hébergeur, forcément, on regarde, on voit la tendance. On est aussi bien avancé sur les réservations par rapport à du PAP. Quand on est hébergeur professionnel, on est quand même un peu plus en amont. Mais ça permet de rectifier. On voit le pricing, Denis en a parlé, ça permet de réajuster. Ça donne la tendance de marché, donc c'est primordial pour à la fois la stratégie de marketing et puis également de revenu management qui est primordial chez nous pour optimiser notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est d'un point de vue MMV hébergeur. Après, sur la partie Fédération nationale des résidences de tourisme, ces chiffres, comme on a la chance aussi d'être accompagné par G2A sur la partie littorale, également sur de l'urbain, on compare et on regarde un peu ce qui se passe sur les tendances, comme j'expliquais, entre les transferts de clientèle. Est-ce qu'ils vont aussi à l'étranger ? Parce que quand on est fédération nationale, on regarde ce qui se passe sur la France, mais on voit bien que les gens peuvent partir au Maroc. Donc voilà, ces chiffres sont vraiment une donnée importante. Et on voit de plus en plus d'intelligence dans les chiffres, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on avait des chiffres, mais l'essentiel, ce n'est pas juste d'avoir les chiffres, c'est d'en extraire toute la substance pour prendre les bonnes décisions. Et là, l'outil évolue au fur et à mesure dans cette journée G2A dans ce sens. Donc c'est vraiment très important pour nous, un bel outil, et merci pour cette journée. Laurent, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je disais que pour nous, c'est aussi un outil très important pour les investisseurs qui s'intéressent à la destination
où aujourd'hui, sur le levier de Péragude, on a un fort dynamisme. Et c'est vraiment des données très, très précieuses qui permettent d'échanger, de rassurer et de séduire des investisseurs sur notre destination. Frédéric ? Oui, on peut juste rajouter effectivement que si les datas sont extrêmement importantes, parfois elles nous martyrisent un petit peu et du coup on challenge pas mal aussi les équipes. Je ne sais pas si Maxime en parlera, mais on ne regarde pas seulement les chiffres comme ça dans le blanc des yeux, on essaye de les faire parler et quand on relève des incohérences, et il y en a parfois, on est quand même confronté à des modèles, notamment pour ce qui concerne les flux orange, retransmis par G2A, notamment sur les clientèles internationales. Il y a une forme d'aléa et parfois d'incohérence qui nécessite de les challenger, de les faire évoluer. Et je crois qu'on est dans la bonne voie. Désolé, et à la fois merci Maxime pour les longues heures passées ensemble à essayer d'améliorer le modèle. Et justement, Maxime va venir nous donner les nouvelles nouveautés G2A. Merci à tous les quatre. Merci pour vos témoignages et pour cette fin de saison. Voilà,